Bonjour, Florence Page-Guignard. Bonjour. Vous êtes historienne des religions. Vous travaillez spécifiquement sur les rites autour de la maternité dans différentes traditions religieuses. Alors moi, je vous avoue que j'ai découvert quelque chose en voyant ce reportage. Est-ce que c'est nouveau, cette façon de ritualiser sa grossesse, en Suisse en tout cas? Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'émerger et qui est vraiment beaucoup plus personnalisé que d'autres rites qu'on trouverait dans les traditions établies qui, eux, suivraient un script pour lequel il y aurait moins de personnalisation de la part des mères qu'on a vues là dans le reportage. Elles sont tout à fait libres de choisir ce qu'elles veulent faire et ça, c'est en effet assez nouveau. Pourquoi ce besoin de ritualiser la grossesse finalement? On peut se poser la question si c'est la grossesse qui est ritualisée, le processus, on va dire, physiologique, ou plutôt tous les changements qui prennent place, les changements au niveau social, au niveau des recompositions dans la famille, des nouveaux rôles qui sont pris. Et est-ce que c'est la grossesse ou est-ce que c'est finalement la future mère qui est célébrée ou est-ce que c'est peut-être l'enfant à naître qui est célébré par anticipation, si on veut bien? On peut se poser la question et la réponse va être différente dans chaque cas. Alors, on va aussi poser la question à Yeltje Gordon-Lennox. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute et célébrante séculière, c'est-à-dire que vous accompagnez des personnes, des couples, des familles dans les étapes marquantes de leur vie, hors d'un cadre institutionnel, hors d'une église ou autre. Alors, ce besoin de ritualiser la grossesse, vous le comprenez comment? Je le comprends dans le cadre de nuit. Quand j'ai commencé à faire ce travail, parce que j'ai été dans une institution religieuse avant, en tant que personne qui présidait ce genre de En tant que pasteur? rituel de passage, oui. Et ce que j'entendais toujours, c'était les gens qui disaient, comme la dernière personne, il faut faire quelque chose. Et ça m'a marqué beaucoup. Je dis, mais il faut faire quelque chose qui se sent juste. Et je pense que ce que ces femmes ont essayé de mettre en place, c'est de faire quelque chose à leur manière, mais en dehors, en reconnaissant le fait qu'elles n'appartiennent pas à une institution particulière et que elle veut s'approprier de ce passage. Et c'est une manière aussi, comme vous avez dit, de marquer non seulement un passage physiologique, la personne qui grandit ou l'enfant qui grandit, mais c'est aussi les connexions, des relations avec les autres. Donc c'est dans un système quelque part. Et de retisser ou de resserrer certains liens ou de recréer là où il n'y en a pas. On l'a entendu à plusieurs reprises, l'impression qu'il n'y avait pas à disposition les rituels adéquats pour célébrer cela. Est-ce que vous avez l'impression que notre société manque de rituels pour cette étape de vie-là? C'est-à-dire que notre société est en période de grands changements, de grands chamboulements dans beaucoup de domaines, y compris l'attachement à des institutions tout court, mais des institutions religieuses en particulier. Et c'est cette période de notre histoire en tant que de l'humanité, où on a passé des petits groupes à l'urbanisme et une institutionnalisation, surtout de rituels. Et maintenant, on sort de ça, au moins une bonne partie de la population en Europe. À Genève, on estime que c'est 60% des personnes qui ne s'associent pas à une institution religieuse. Donc, les rituels de ces institutions ne correspondent pas forcément à ce dont les gens ont besoin à faire, de faire quelque chose. Ça ne correspond pas à leur sentiment. Ressenti, oui. Peut-être pour rebondir là-dessus, on peut aussi signaler que historiquement, il existait un rite dans les églises traditionnelles, en tout cas catholiques et même anglicanes, des relevailles, où la mère était accompagnée souvent c'était un rite où seules les femmes assistaient, donc la mère, la marraine de l'enfant et la sage-femme. Et ce rite était tout à fait une liturgie tout à fait officielle, seulement il est tombé en désuétude. Et on peut aussi assister maintenant à certains débats, certaines personnes qui demandent que ce rite reprenne. Ça consistait en quoi? C'était une sorte de messe particulière pour la femme? C'était les relevailles, ou en anglais churching, la première fois que la mère se rendait de nouveau à l'église après la naissance de l'enfant. Et cette cérémonie-là était dissociée du baptême.
parce qu'alors, vu le haut taux de mortalité infantile et les croyances attachées à l'idée du baptême des enfants, il y avait une sorte d'urgence à baptiser immédiatement les nouveau-nés, et ça a été fait très rapidement. En revanche, la mère avait besoin d'un petit peu de temps pour se relever, d'où l'idée de célébrer les relevailles après. Et c'était le moment où elle se rendait de nouveau pour la première fois en tant que mère à l'église. Ben, c'est intéressant parce que plutôt que de réactualiser ce rite que beaucoup d'entre nous ont oublié, Manon et Audrey vont chercher quelque chose dans des spiritualités amérindiennes, notamment le Blessing Way. En tout cas, c'est comme ça qu'elles le rattachent. Je ne sais pas si le Blessing Way est vraiment amérindien, mais pourquoi aller chercher dans des cultures étrangères finalement? Alors, il faut leur demander pourquoi. Simplement, en tant qu'historienne des religions, je serais je ne pourrais pas dire que c'est un rite authentique, évidemment. Donc, il y a des emprunts à ces autres traditions. En tout cas, ils sont indiqués comme tels. Peut-être parce qu'elles n'ont rien trouvé dans les traditions plus locales. Maintenant, ce qu'elles font est aussi une forme de décontextualisation, où elles empruntent les gestes, les symboles, les paroles, les objets dont elles ont besoin, elles, qui correspondent à un sens qu'elles vont donner à leur rite, mais qui peut-être ne feront qu'un sens pour des personnes des traditions auxquelles elles empruntent les rites. Et à l'heure actuelle, il y aurait peut-être un risque de se faire accuser d'appropriation culturelle en faisant ce genre d'emprunt. Qu'est-ce que vous en pensez, Yelty Gordon-Lennox? Parce que vous accompagnez très concrètement des personnes dans des rites, d'aller en chercher comme ça un peu à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que dans le sens que le besoin de faire quelque chose, je pense qu'il faut agir, il faut faire quelque chose pour répondre à ce besoin. Faire. Par contre, je suis contre l'emprunt de rituels d'autres cultures. D'ailleurs, j'irai encore plus loin que vous, je dirais c'est du vol. Et les Amérindiens, par exemple, ils disent on nous a piqué notre terre et maintenant ils nous piquent notre culture. Et ça peut être un hommage, juste. Non? Ils ne le ressentent pas comme ça. D'accord. Il y a carrément depuis une vingtaine d'années des traités pour dire que les Blancs, ils nous ont déjà assez... Bon, bref, ça pas longtemps. Mais à mon sens, ces personnes ont pu approprier certains gestes ou certains aspects, ils ont mis à leur sauce, si on veut. Mais je pense que c'est un peu dommage parce qu'un rituel, pour vraiment marquer un temps et marquer les relations, et il faut s'insérer dans la culture et il faut utiliser les métaphores qui sont propres à cette personne, les langages qui sont propres, les gestes, les objets qui sont... Il y a un anthropologue que nous connaissons tous les deux, Ron Grimes, qui dit que ça peut être... il faut chercher dans les fonds de nos tiroirs, hein, des tasses ébréchées, des choses dans le jardin, des choses qui font sens pour nous, parce que, à mon expérience, ça doit sentir juste pour être juste. Mais ça veut dire qu'on peut inventer son propre rituel? C'est ce que vous proposez aux personnes que vous accompagnez? Comme l'humanité a fait toujours depuis que les institutions ont accaparé de ce rôle. Et maintenant, il faut réapprendre et apprendre à faire en dehors des institutions. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut retourner à l'origine de la ritualisation, c'est-à-dire pour les rituels dans une institution religieuse, par exemple, on peut aller facilement du planning à la réalisation. Parce que le parti création a été fait pendant des années, dans des générations. Tandis que quand on le fait pour soi-même, il y a l'étape création qui est au milieu, qui doit être vraiment fait avec du sérieux. Ça ne veut pas dire que le rituel doit être toujours sérieux, de ritualisation sérieuse, mais cette étape-là ne peut pas être sautée. Et quand on utilise des rituels des autres personnes, c'est une manière d'aborder ces chapitres sans aller vraiment jusqu'au fond des choses. Ça montre aussi la tension. Le rite est toujours en tension entre quelque chose de très stable et quelque chose de très dynamique. Et là, on peut voir dans ce type de nouveau rituel émergent quelque chose d'extrêmement dynamique, où certes, on va chercher ailleurs quelques éléments qu'on décontextualise, mais qui tout de même font sens pour les personnes, sinon elles ne les choisiraient pas. En tout cas, elles donnent un nouveau sens. Et cette idée de structure qui va être correspondante vraiment au ressenti, aux besoins, à la famille. Par exemple, là, il y avait 3 enfants, donc 3 arbres.
Mais en plus d'aller chercher des rites existants, j'ai l'impression que c'est aussi se dire que quelque part c'est efficace puisqu'il a été utilisé ou en tout cas on y a fait recours pendant des générations. Le côté ancestral, ça donne un peu une efficacité au rite, non? Oui, et ça lui donne en tout cas une légitimité, ça l'inscrit dans une lignée, dans une certaine généalogie, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, certaines personnes ont besoin de se distancier de tout cet héritage. Moi, je dirais que ce n'est pas efficace si on n'est pas croyant. On ne s'insère pas dans cette tradition, ce n'est pas efficace. Ça devient faux, ça sonne faux. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à vraiment aller dans l'aspect création pour trouver ce qui fait sens pour eux et d'inclure les personnes qui sont vraiment importantes dans cette étape. Et pas forcément avec un célébrant séculier, parce que là, on voit que ces personnes, elles l'ont fait un peu avec leur cercle amical et familial. Tout à fait. Mais c'est pas pour critiquer, mais je pense que quand on travaille avec un professionnel, et on n'a pas besoin. C'est pour ça que j'ai écrit 3 guides pour aider les gens à le faire sans accompagnement professionnel. D'abord, de savoir qu'est-ce qui est au centre de ce rituel. Et dans le cas de ces personnes, ce qui est au centre, c'est l'enfant à naître, c'est le père et la mère, ou c'est les 2 parents. Hein. Et de faire ce genre de choses, les adultes deviennent hommes et femmes, et ensuite parents. Florence Bachguignard, alors de réaliser un bâton de grossesse, faire ces blessing way, c'est quelque chose qui est assez, qui est assez séduisant. On a vu qu'il y avait aussi ces rituels autour du placenta, enterrer son placenta, en faire une empreinte sanguinolente, hein, parce que c'est avec le sang qu'on le fait. Ça peut paraître un peu plus trash, si je peux me permettre l'expression. Ça vient d'où ce lien nouveau avec le placenta? Je ne sais pas si c'est nouveau d'ailleurs. Alors, je pense que ça vient d'une sorte de retour au corps, d'une meilleure compréhension du corps, et pour les femmes de la grossesse, et comment elle se déroule et comment se déroule l'accouchement peut-être aussi. Et cette idée peut-être de disposer de son corps, hein, y compris de ces parties dont on n'a plus besoin. Et la personne que vous avez filmée mentionnait avoir accouché à la maison, je crois. Et dans ce cas, il va être plus facile effectivement de récupérer le placenta et d'en faire ce que bon nous semble. Hein. Et là, en l'occurrence, voilà, on trouve divers usages, comme ceux d'enterrer les placentas avec des arbres. Je l'ai aussi trouvé dans ma propre recherche. Des personnes qui les impriment. Et là aussi, on a le symbolisme de l'arbre. Arbres de vie, voilà, qui peuvent être interprétés de différentes façons. Ou encore, et là, peut-être que c'est moins ritualisé, l'idée de consommer le placenta sous différentes formes, hein, une idée qui est aussi très controversée. Oui, certains le consomment sous forme de smoothie. J'ai des ça. Ou en faire des gélules homéopathiques. Des capsules qui auraient des propriétés bénéfiques. Alors de nouveau, il faudrait pouvoir vérifier cela de façon plus scientifique. Simplement, même pour les personnes, cela a un sens de faire ça. Alors il faut leur demander à elles pourquoi le pratiquent-elles, et si on veut vraiment répondre à la question d'où est-ce que ça vient, d'où ont-elles pris l'idée. Moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que souvent les personnes en parlent dans des forums de discussion en ligne, dans des plateformes en ligne, des médias sociaux. Elles voient d'autres femmes le faire, elles voient d'autres personnes créer ces rituels et elles s'en inspirent, mais elles ne reprennent jamais ce script rituel à la lettre, mais vont ajouter ce qu'elles veulent, ce qui fait sens pour elles-mêmes en tant que femme qui devient mère, pour leur conjoint, pour le père de l'enfant et éventuellement pour le reste de la famille. Mais est-ce que là, Yalti Gordon-Lennox, on est dans l'ordre du rituel de consommer son placenta, ou c'est quelque chose, on se dit, c'est bon pour la santé, de l'ordre plutôt naturel en fait? Je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas parlé avec ces personnes, mais je le vois comme une manière de s'approprier de sa propre vie et des propres passages de vie. Et je veux dire, autrefois, la placenta était quelque chose qui était là. Et il fallait disposer d'une manière ou d'une autre. Et chaque culture avait une manière de gérer cette situation. Et c'est aussi une manière de reconnaître qu'on est des êtres humains, ce n'est pas tout stérilisé et médicalisé. Et je le vois comme une manière de s'approprier de sa vie et de tout ce qui va avec, y compris ce qui vient de la petite maison du bébé. Peut-être une chose qui est marquante avec cette idée de manipuler, de consommer le placenta, d'en disposer soi-même, c'est que ça montre à quel point on s'est distancié d'une idée qui est encore très marquée dans d'autres traditions, qui est celle de la souillure attachée au son menstruel d'une part, mais aussi au son de l'accouchement. Donc l'idée que la femme est impure
pendant une certaine durée de temps après l'accouchement, une durée qui d'ailleurs peut varier suivant si elle a accouché d'un garçon ou d'une fille. Et là, on voit qu'il n'y a finalement aucun tabou à toucher, à manipuler le placenta, voire même à le congeler, le garder pendant un certain temps et le ressortir plus tard. Donc ça montre aussi à quel point on s'est distancié d'une idée d'impureté rituelle. Et l'idée qui est mentionnée de rester pendant 40 jours à peu près tranquille, ça fait environ 6 semaines après l'accouchement, dans le cas de cette personne que vous avez filmée, n'est visiblement pas attachée à une idée d'impureté, mais à l'idée de marquer la connexion avec le bébé, de former le lien et surtout de se reposer. On a vu aussi que, j'ai l'impression que ces rituels autour de la grossesse, ça s'inscrit dans un trend un peu plus large, d'une sorte de retour à quelque chose de plus naturel, une maternité, une grossesse moins médicalisée. On peut faire appel à une sage-femme, à une doula, voire donc ces femmes qui sont elles-mêmes mères et qui sont formées à l'accompagnement d'autres mères. D'ailleurs, les 2 témoins dans notre reportage sont aussi doulas. Ça fait partie d'un trend comme ça, de quelque chose, d'une sorte de retour ou d'un idéal de la nature. Hein. Alors oui, on peut dire que l'idée de nature et de naturel est très fortement mis en avant, de même que l'idée de corps. Donc là, peut-être qu'on sort de certaines dichotomies très marquées dans la pensée occidentale de corps-esprit. On a une valorisation de la nature sous différentes formes, et notamment sous la forme du corps féminin qui donne la vie. Et une autre caractéristique de ces rites émergents, c'est qu'ils apparaissent dans un espace intermédiaire. Donc, ce n'est pas dans l'institution religieuse historiquement établie, ce n'est pas non plus dans le cadre de l'hôpital et du suivi de grossesse médicalisé, mais c'est vraiment dans l'espace domestique, intime, privé de la famille. Dans la plupart des cas, il peut y avoir des exceptions. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé dans cette discussion, c'est la place des papas. On l'a entendu dans le reportage aussi, cet homme, M. Rioux, qui regrette qu'il n'y ait finalement pas de rite à disposition pour les pères. Est-ce qu'on peut en imaginer, Yeltier Gordon-Lennox? Bah, bien sûr. Et je pense qu'il en faut. Et c'est ça qui me manque souvent quand une femme commence à ritualiser quelque chose pour elle. Parce que il y a quelque chose qui manque là. Et je pense que pour l'harmonie familiale, ou le cadre des parents et enfants, c'est très important de voir qu'on est 3. Je dis. Et puis avec d'autres enfants qui arrivent, que c'est une famille et que cette personne n'est pas juste là pour assister, observer, mais c'est un participant entièrement. La nature signifie moins la paternité. Enfin, il n'y a pas un ventre à peindre, il n'y a pas ces choses qui peuvent se faire autour de l'évolution du corps. Alors un papa, il peut devenir père rituellement comment? Je ne sais pas. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une domestication de la naissance. Parce que j'ai parlé avec plusieurs pères et ils disent on a passé la nuit ensemble pour accoucher cet enfant. Et puis ensuite, quand c'était fini, moi, je devrais partir. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai erré en ville à Genève. Finalement, j'ai trouvé un café ouvert à 5 heures du matin. J'ai flotté, j'étais tellement... presque... Ouais, je me sentais vraiment très importante et liée, et je devrais partir. Et ça, je pense que de faire ça à la maison évite cet aspect médicalisation où on écarte les gens qui sont les plus importants pour... Je vous laisse conclure, Florence Pasquignard. Je pense que tout ça, l'idée de nature est très fortement mise en avant, mais il y a aussi énormément qui est lié à l'aspect culturel. Tout ça est aussi extrêmement construit. Et on peut se demander, en tant que société, quelle est la place qu'on veut bien laisser au père, à la fois dans les rituels émergents et aussi dans d'autres institutions, qu'elles soient médicales ou religieuses. Et là, ces gens ont trouvé moyen, par leur propre source, de se donner la place qu'ils veulent au moment où ils le veulent. Et ça, c'est admirable. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé à cette émission. Merci. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.